Bonjour mes amis, alors je vais essayer d'expliquer, je dis bien essayer parce que j'ai pas d'explication absolue dans ce domaine, hein, bien entendu, je crois que personne n'en a, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi Trump, dans le domaine du commerce international, j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, mais c'est bon de le rappeler, pourquoi il a, pourquoi il a établi ses droits de douane et pourquoi il recule. Alors on se dit tiens, il a peur, ou alors il est pas sûr de sa politique, il navigue à vue, etc., etc. Alors il faut bien comprendre que l'objectif de Trump, et ça il l'a dit lors des élections, hein, lors de sa campagne électorale, c'est de démondialiser l'Amérique. Alors c'est un peu particulier de déglobaliser, quand on dit globalisation en anglais, mondialisation en français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ouvre les portes de toutes les nations pour faire, comment dire, pour faire transiter des biens et des services, mais surtout des biens, librement et sans droit de douane. Voilà. Donc, on fait du commerce sans limite. Bon. Alors il faut rappeler quelque chose de très 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 basique, c'est que la mondialisation, elle existe depuis des milliers d'années. On a des tonnes d'exemples de la route de la soie par exemple, mais ça c'est l'exemple le plus connu, mais il y en a d'autres. Il y a eu toujours eu des relations commerciales entre les nations depuis très longtemps. On produisait du blé, on l'échangeait contre du fer. Bon, ça s'est fait pendant très très longtemps, partout dans le monde, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie bien sûr, et même en Amérique, au temps des Incas, des Mayas, etc., etc. Donc tout ça, ça a été fait. C'est pas du tout nouveau, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène qui tombe du ciel comme ça depuis une cinquantaine d'années. Par contre, ce qui a changé, c'est l'amplitude, c'est la masse, c'est l'importance des échanges. Et en fait, euh, le phénomène qui s'est accompagné de la mondialisation, qui a accompagné la mondialisation, c'est la dollarisation des échanges. Bon, pour des raisons très variées que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait trop long, mais disons que comme c'est une monnaie qui était reconnue par tout le monde déjà depuis un moment et qui surtout était fondée sur, il faut dire, sur une économie qui était très dynamique, surtout après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique est devenue un énorme consommateur, donc un énorme importateur. Donc évidemment, quand on est le plus gros boxeur du ring, eh ben on détermine les règles du combat. Et donc les États-Unis ont dit ben voilà, nous on achète en dollars. Donc après les dollars que vous aurez récupérés lors de nos transactions commerciales, ben soit vous les investissez en aux États-Unis, soit vous créez des marchés, par exemple l'euro-dollar ou le pétrodollar, et comme ça vous recyclez vos dollars comme vous le voulez euh, à un niveau hors des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça euro-dollar parce que c'est des dollars qui sont échangés en Europe et les pétrodollars au Moyen-Orient par exemple. Bon, donc voilà un petit peu schématiquement comment ça marche. Donc parce qu'il y a eu cette hégémonie du dollar, le l'économie américaine est devenue droguée par tous ces dollars qui sortaient des États-Unis, parce que les États-Unis achetaient à l'extérieur en dollars, mais aussi des dollars qui revenaient aux États-Unis par le biais d'investissements. Alors investissement, soit rachat d'entreprise, soit achat d'immobilier, investissement immobilier, achat d'autres actifs, notamment des actions. Donc, par exemple, la Banque nationale suisse a un portefeuille d'actions américaines qui est absolument extraordinaire. Je crois qu'ils ont acheté absolument tout. Comment ils ont fait, comment ils ont financé ça? Ils ont émis des francs suisses et ils les ont échangés avec des dollars.
Donc ils ont acheté des dollars sur le marché. Euh, Ça fait monter un peu le dollar d'ailleurs, puisque c'est l'offre et la demande. Pour faire baisser un peu le franc suisse, ils en ont vendu. Et donc ils ont acheté du dollar avec les francs suisses qu'ils créaient. Et avec ces dollars obtenus par la vente de leurs francs suisses, ils ont investi un, sur un portefeuille d'actions absolument extraordinaire. Donc c'est une sorte de fonds souverain. Il y a beaucoup d'États d'ailleurs qui collectaient des dollars, qui ont créé des fonds souverains et qui ont investi d'ailleurs sur le marché des actions aux États-Unis parce que c'est le premier marché mondial. Parce que c'est facile d'acheter, parce que c'est pas cher, parce que la taxation est très favorable. Donc il y a beaucoup d'avantages à ça. Et il y a aussi des États comme la Chine qui ont acheté des bons du Trésor. Et c'est là où je vais essayer de relier mon propos avec Trump. Je ne sais pas si vous avez noté, mais Trump essaye de changer la politique de la Federal Reserve. Alors la Federal Reserve, c'est la banque centrale américaine. Alors elle, elle est en charge donc de la politique monétaire américaine, ce qui est un énorme pouvoir. C'est pas une entité publique, c'est une entité privée, mais elle est co-dirigée par l'État. Donc elle détermine les taux d'intérêt et la politique monétaire des États-Unis. Par contre, la l'agence qui est chargée d'émettre des obligations et des bons du trésor, c'est le US Treasury, le Trésor public américain, qui lui est une agence du gouvernement, donc est complètement lié au gouvernement américain. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coordination entre les deux, bien sûr, mais il y a une partie du pouvoir régalien de l'État, c'est-à-dire politique monétaire et taux d'intérêt, qui est déterminée par une entité qui n'est pas gouvernementale. Et donc ça pose un problème. Elle est soi-disant indépendante, mais normalement, comme toute banque centrale, elle ne devrait pas être indépendante, elle devrait être au service de la nation. Et c'est ce que Trump essaye de faire. Donc c'est pour ça il appelle à la banque centrale, donc la Federal Reserve, à baisser les taux d'intérêt. Et j'expliquerai pourquoi ça peut être dangereux aussi. Et aussi, il veut virer le président de la Fed, qui s'appelle Jerome Powell, parce que pour Trump, il fait de la politique, ce qui est pas faux d'ailleurs. D'ailleurs, ils le font tous. Euh, donc, garder des taux d'intérêt élevés, alors c'est très bien pour les épargnants, mais c'est très mauvais pour l'économie. C'est pour ça que Trump veut faire baisser les taux d'intérêt. Par contre, baisser les taux d'intérêt, ça veut dire emprunter plus sur le marché. Donc, émettre de plus en plus d'obligations pour financer les politiques américaines. Et ça, c'est pas bon parce que ça vient un petit peu en contradiction avec l'objectif de Trump de couper dans le budget fédéral. Donc là, il y a quelque chose qui apparaît contradictoire. Mais en fait, ce que Trump veut faire, c'est pas tellement d'emprunter plus, c'est d'emprunter mieux. Et aussi, essayer de soulager un petit peu les Américains qui, eux, sont endettés massivement. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc en fait, on se retrouve avec une situation assez complexe et, et la stratégie de Trump, qui paraît être confuse, voire brouillonne, est en fait une stratégie de funambule. Donc il est sur la corde raide et il fait un jeu d'équilibre entre d'un côté démondialiser les États-Unis autant que faire se peut, et avec les conséquences potentiellement catastrophiques pour les autres pays du monde. Mais après tout, c'est un souverainiste. Son intérêt, c'est quoi? C'est la défense de son pays et de ses habitants. Ce qui se passe en France, en Australie ou en Chine, il s'en fout. Lui, ce qui compte, pour lui, le plus important, ce qui compte, c'est la politique américaine, c'est-à-dire le bien-être des Américains et la politique monétaire américaine. Malheureusement, parce que, comme je l'ai expliqué, il y a l'hégémonie du dollar, la politique monétaire américaine, bah, c'est très compliqué à mener, parce que si on a un renchérissement du dollar, de la valeur du dollar, c'est très bon pour les importations, mais ça va être catastrophique pour les exportations américaines. Or, Trump veut
comment transformer l'Amérique en un pays de producteur et non plus en un pays de consommateur. Bon, ça reste à prouver. Euh, et aussi parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des actifs en dollars, ou des actifs directement américains, comme les Chinois par exemple. J'en ai parlé aussi. Donc c'est très 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 compliqué à balancer tout ça. Mais c'est vrai que son plan est très ambitieux. Euh, Son plan risque de fonctionner, comme il risque de foirer d'ailleurs. Mais là, ça n'a jamais été fait avant. Et démondialiser, ça peut pas se faire doucement. Ça va se faire par à-coups, c'est-à-dire un coup d'accélérateur, un frein, un coup d'accélérateur, un frein. En fait, c'est de la navigation à vue. Et c'est le seul moyen de le faire, parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Mais il faut quelqu'un qui ait du courage et qui ait la volonté de faire quelque chose de positif pour son pays. Alors, je ne vais pas parler des dirigeants européens qui n'ont pas la colonne vertébrale nécessaire pour le faire, parce qu'en fait, bon, c'est c'est un petit peu le rôle des États-Unis de mener de donner l'exemple, mais c'est pas toujours un très bon exemple. Chacun va à son rythme. On voit Milei, par exemple, en Argentine, aller à son rythme. Il a fait des réformes, mais sur certains aspects, il est allé beaucoup plus lentement. Notamment la dollarisation de l'économie argentine, c'est pas encore le cas. Et il a raison, parce que qui dit dollarisation dit complète dépendance de la politique monétaire américaine. Et ça peut être dangereux pour un pays comme l'Argentine qui est très endetté, lui aussi, mais qui ne possède pas la possibilité de créer la monnaie de référence, c'est-à-dire le dollar. Or, c'est le privilège des États-Unis. Bon. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'or qui est acheté dans le monde, des sommes colossales. L'or est au plus haut, et ça va continuer à mon avis. Euh, le Bitcoin remonte, hein, récemment il est remonté, donc il y a des gens qui sont en train de stocker du Bitcoin, enfin je sais pas si c'est stocker ou le bon terme, mais disons ils sont en train d'acheter massivement des cryptos parce qu'ils essayent justement de trouver des alternatives, parce que un pays qui a un portefeuille de crypto peut éventuellement acheter des biens et des services en crypto à d'autres pays qui pourraient les accepter. Et rien n'empêche les pays de le faire. Rien du tout. Donc, en fait, on en arrive à une situation où Trump fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant, mais il ouvre la porte à plein de possibilités pour plein de pays. Mais il suffit que les dirigeants de ces pays soient assez courageux pour mettre en place une libéralisation, entre guillemets, des moyens de paiement et permettre à des gens d'échanger des biens et des services dans autre chose que la monnaie nationale. On appelle ça la monnaie fiat. Et or, le problème, c'est que fiat, ça veut dire confiance en latin. Or, les monnaies modernes, le dollar, l'euro, etc., sont fondées non pas sur une réserve d'or quelque part, pas du tout, mais c'est seulement fondé sur la confiance qu'on peut avoir dans le pays et dans la monnaie elle-même. Alors, si demain on n'a plus confiance dans un pays, sa monnaie va décliner. Qui va acheter, je sais pas moi, la monnaie d'un pays qui est en faillite totale? Bon, personne. On va pas investir là-dedans. Par contre, un pays solide, plutôt bien géré, sa monnaie va être attractive. Par exemple, la Suisse. Même si c'est un pays qui est tout petit, 10 millions d'habitants, même pas, une économie assez puissante, mais pas extraordinairement grande comme je sais pas, l'Allemagne, c'est beaucoup plus puissant, même la France, ça représente beaucoup plus. Mais c'est un pays qui a une monnaie qui est très solide, parce qu'ils ont une politique budgétaire qui est très 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 stricte, etc., etc. Donc en fait, c'est pas tellement la taille du pays qui fait que la monnaie est euh, comment dire est solide et dans lequel on a confiance. C'est simplement la façon de gérer les finances publiques et aussi la taxation. Il y a tout un tas de choses qui viennent, le bien-être de la population, la qualité de vie, etc., etc. Or, depuis
plusieurs années, on subit une inflation qui est monstrueuse, qui a ruiné certains pays, qui a appauvri la population, et c'est très difficile de revenir à un état normal. Vu les masses d'argent, vu la création monétaire qui a été faite depuis des années, très difficile de revenir à un état normal. On peut pas détruire de la monnaie comme ça. C'est très compliqué. Donc Trump est obligé d'accélérer et de freiner, peut-être même de changer de direction. Donc là, il parle arrêter ses droits de douane, même sur la Chine. Bon, il parle de négociations. Je suis sûr que c'est en cours. Euh, Il y a il y a une sorte d'expérimentation à une échelle globale qui euh, qui va faire des dégâts, bien sûr, probablement des dégâts contrôlés, mais des dégâts quand même. Et il y a certains pays qui vont en subir les conséquences plus que les autres, c'est certain. Et d'un autre côté, si ça peut donner un bon exemple pour d'autres pays afin d'apurer leurs finances publiques et redonner du pouvoir d'achat à leurs citoyens, mais tout le monde sera content. Donc voilà. Donc je pense que euh, Trump le funambule en fait n'est pas un clown, n'est pas un type qui change d'avis toutes les 5 secondes. C'est simplement quelqu'un qui essaye d'adapter sa politique en fonction de la réalité. Or, si il y a des risques économiques, des chocs économiques terribles avec sa politique, il n'hésitera pas à s'arrêter, même à passer pour un idiot, il s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ce qu'il veut, c'est que les investissements viennent aux États-Unis, qu'on construise des usines aux États-Unis, qu'on embauche des gens aux États-Unis, que les gens aient plus de pouvoir d'achat aux États-Unis, baisser les taxes. Euh, et ça, comme je l'ai expliqué, c'est sa promesse. Donc, on espère tous que ce soit une réussite, mais ça viendra pas sans problème contingent. D'ailleurs, la bourse fait des hauts et des bas, mais c'est tout à fait normal parce que ces hauts et ces bas correspondent exactement aux accélérations et au freinage de Trump dans les domaines des droits de douane, par exemple, ou des investissements étrangers, etc., etc. Donc voilà. Donc on est soumis à cette euh, à cette politique à vue et on espère que tout se passera bien. De toute façon, tout se passera bien. Même si c'est le chaos, après le chaos, il y a toujours un ordre qui se rétablit et ça permet de remettre les choses en place. Donc, quoi qu'il arrive, il faut pas s'inquiéter. Il faut simplement, bon, essayer de se protéger un petit peu. C'est pour ça que les gens achètent de l'or ou des cryptos, et qu'ils hésitent à s'endetter à très long terme. C'est pour ça que l'immobilier est pas génial en ce moment. Et puis la bourse, sur le long terme, ça a toujours été profitable. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais faut rester tranquille, calme, et ne pas se laisser aller aux alertes angoissantes de certains médias. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt, mes amis.